Bonjour et bienvenue à tous. On reprend avec les informations sur Eden Télévision, le Bulle Info, l'édition de 10 heures. On commence par l'actualité, la grosse actualité de la journée. Les élections aux États-Unis, c'est connu le nom du nouveau président. Eh bien, des États-Unis, c'est le républicain Donald Trump après une campagne électorale mouvementée, eh bien, à travers des déclarations à polémique et des déclarations choc. Le républicain Donald Trump est arrivé donc à remporter cette élection. Pour l'instant, il a dépassé la majorité des grands électeurs qu'il faut. Il est à 276 grands électeurs contre 218 pour Hillary Clinton, la candidate démocrate. Donald Trump sera donc, j'allais dire, le 45e président élu des États-Unis. Il entrera en fonction le 20 janvier 2017. On reviendra dans le cours de cette édition sur, bien sûr, l'actualité aux États-Unis. On reviendra sur l'histoire, le portrait de Donald Trump, quelques images de la nuit électorale aux États-Unis et également d'autres informations, notamment les messages de félicitations, à commencer par Hillary Clinton qui a bien reconnu sa défaite et a félicité Donald Trump pour son élection, sa brillante victoire de toutes les surprises aux États-Unis. C'est donc à connaître également dans cette édition, mais pour l'instant, on revient sur l'actualité nationale. À la rentrée inaugurale de 7 octobre dernier à l'université d'Abomey-Calavi, des réformes ont été annoncées. Au nombre de ces réformes, la division en 2 identités de l'ancienne faculté des lettres, arts et sciences humaines et l'étude de dossier pour le recrutement des nouveaux bacheliers. Quel point peut-on faire concernant ces nouvelles réformes à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi? Comment évoluent bien sûr les stratégies à mettre en place pour faire aboutir ces réformes? Suivons le reportage réalisé par Laurent Roland Toniques. La flash ne sera plus la grande flash. C'est une décision discutée déjà depuis fort longtemps avec les collègues de la flash. La flash va s'éclater en instituts de plus en plus spécialisés. Ainsi s'exprimait le vendredi 7 octobre dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Saint-Saint. Cette volonté clairement affichée a été soutenue par le gouvernement. C'est par décision gouvernementale que la flash a été scindée en 2 facultés autonomes. Par arrêté numéro 731 et arrêté numéro 732, la flash a été scindée. L'arrêté 731 a créé une nouvelle faculté qu'on appelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Et l'arrêté 732 a créé la faculté des sciences humaines et sociales. Il y a 2 instituts qui ont été créés, à savoir l'Institut de géographie et d'aménagement du territoire, l'Institut des arts, ça s'appelle IMAC. Donc en réalité, la flash actuellement est scindée en 4 entités autonomes et 2 entités non autonomes sont en train d'être créées et les dossiers se trouvent au niveau de notre ministère, à savoir le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais cette réforme est confrontée aux problèmes d'infrastructure et à l'éternel problème de manque d'enseignants de qualité. Toutes les 2 facultés et les instituts sont donc logés dans les locaux qui abritaient la grande flash. Dans le même temps, une autre réforme concernant le recrutement des étudiants dans les facultés fait débat. Nous avons un taux d'encadrement le plus fort, un enseignant pour 1000 voire 2000 étudiants. Ce qui nécessite naturellement que pour que les étudiants travaillent dans de très bonnes conditions, que on essaie de régler la question du taux d'encadrement. Résoudre la question du taux d'encadrement suppose donc qu'on ne peut pas accueillir tous les étudiants. Chaque département donc a élaboré des critères spécifiques. Et c'est ces critères-là que nous allons appliquer.
Au premier abord, nous recevons tous les dossiers. Et on fait le tamis. Que deviendront donc les bacheliers qui, au terme de l'étude de dossier, ne seront pas autorisés à s'inscrire? Seul le gouvernement peut répondre à cette question, nous a déclaré le professeur Flavien Gbetto, doyen de la nouvelle faculté des lettres, langues, arts et communication. On va descendre maintenant dans les rues de Cotonou. Bien, dans ces rues, on fait un constat, c'est l'exposition des points de vente d'essence frelatés aux abords des voies, au niveau des grands carrefours. Un constat un peu gênant pour certains, mais nous n'allons pas nous intéresser à cela. Nous allons plutôt nous intéresser à la qualité de l'essence vendue au niveau de aux abords des rues à Cotonou. Quelle est la différence? Est-ce que, eh bien, en nous approvisionnant à ces points, nous avons donc la meilleure qualité d'essence qu'il faut? Mori Ano Hagwa s'est donc intéressé à la question et suivons donc son reportage. Chaque jour, des milliers de véhicules sont approvisionnés en essence, soit dans les stations-service ou aux abords des routes en essence de contrebande communément appelée paillot. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait entre autres la différence entre l'essence vendue dans une station-service et l'essence de contrebande? Il y a deux volets dans cette histoire de essence paillot ou pas paillot là. Si vous avez tiré votre essence à la raffinerie, d'accord? Vous avez transporté jusqu'à, je ne sais pas quoi, dans une citerne et quelqu'un vient avec un bidon, alors que l'autre va avec sa citerne pour déposer dans une station-service. Ce n'est pas la même chose. Quelle précaution celui qui a amené les bidons a prise? Le rapport qualité entre l'essence de contrebande et l'essence d'une station-service se réduit-il seulement aux conditions de transport du liquide? Là où on peut parler d'essence frelatée, dit paillot là, c'est si vous allez au Nigeria, dans le delta, vous allez voir que les gens font eux-mêmes la distillation. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, compte tenu de du fait que j'ai dit que c'est une question de température, je ne crois pas que ces gens qui font la distillation, comme on fait la distillation du vin de palme pour avoir le soda-bi, aient les dispositifs pour contrôler la température de sortie de tel ou tel produit. Le reste, c'est des manipulations. Il y en a qui ajoutent du pétrole, de l'empan. Bon, là, c'est vraiment du frelaté. Les propriétaires des véhicules sont-ils alors conscients du rapport qualité qui existe entre les deux types d'essence? L'essence paillot, tout le monde l'utilise. Mais on constate que à la fin, il y a des déchets qui endommagent le moteur. La fois dernière, j'avais eu un problème et mon mécanicien m'avait suggéré que c'était l'essence paillot qui est à la base de ce problème. Et histoire de pompe à essence, ça m'a traîné, on a acheté 5 avant que ça ne marche. Malgré les dommages que créent selon les usagers de nos routes l'essence de contrebande au moteur des véhicules, certains ne sont pas prêts à s'approvisionner dans les stations. À la station, des fois, il ne met pas la quantité suffisante au moteur. Que pense alors le chef station Étoile Rouge de cette idée? C'est des machines. Les machines peuvent débiter en trop ou bien en moins. In fine, chacun est libre de choisir entre l'essence de contrebande et l'essence vendue dans nos stations-service. Mais il est mieux de préserver son moteur des pannes régulières afin d'éviter de laisser traîner sa voiture au beau milieu des chaussées comme l'on en observe souvent dans la ville de Cotonou. On revient sur l'actualité internationale. La victoire de Donald Trump aux États-Unis. Donc, il est connu et le nom du nouveau président des États-Unis, c'est bien le milliardaire, le multimilliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier. En Amérique, il s'agit bien sûr du candidat républicain Donald Trump qui, pour l'instant, a réuni 276 grands électeurs contre 218 pour la candidate démocrate pourtant favorite pour ces élections, Hillary Clinton, qui a recueilli pour l'instant 218. Les décomptes dans certains États se poursuivent aux États-Unis. Il faut rappeler tout simplement qu'il faut 538 grands électeurs. C'est eux qui vont donc élire le président. Mais la majorité qu'on doit obtenir pour être président, c'est bien 270. Et pour l'instant, Donald Trump l'a dépassé largement. Il est à 276. Et aussitôt, après donc avoir atteint ce quota qui le donne président de la République, Donald Trump a
à tenir un discours de victoire devant ses partisans aux États-Unis. Donald Trump, dans ses premiers mots, a d'abord félicité Hillary Clinton, qui a reconnu automatiquement sa victoire et a félicité de son côté Donald Trump. Il a ensuite réaffirmé son rêve, refaire l'Amérique. Mais qui est Donald Trump? En dehors de ce qu'on sait de lui, un opérateur économique, un homme fortuné qui a fait donc sa fortune dans l'immobilier aux États-Unis, qui se cache derrière cet homme qui retient aujourd'hui toute l'attention du monde et qui est désormais le 45e président élu des États-Unis. Suivons donc son portrait. Donald Trump est né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York. Ses parents l'inscrivent dans une académie militaire afin de canaliser son énergie d'adolescent. À sa sortie, il s'inscrit en cursus économie et décroche un diplôme de la Wharton School of Finance de l'Université de Pennsylvanie avant de rejoindre l'entreprise familiale spécialisée dans l'immobilier. Donald apprend les rouages du métier sous la houlette de son père et se montre très rapidement doué pour les affaires. En 1983, il construit son premier gratte-ciel, la Trump Tower, qui marque le paysage new-yorkais. À la tête d'un empire financier, Donald Trump érige des bâtiments prestigieux qui portent son nom. Une décennie plus tard, lors de la crise immobilière de 1990, il doit faire face à des dettes qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars et frôlent la faillite. Mais le maillard de l'immobilier de luxe tire son épingle du jeu et rebondit. En 2005, son groupe est à nouveau confronté à la faillite à cause de ses casinos d'Atlantic City. Mais il sauve in extremis ses affaires. Dès lors, l'entrepreneur avisé multiplie les associés afin de minimiser les risques financiers et développe un système de licences qui lui permettent d'apposer son nom sur des gratte-ciels sans qu'ils lui appartiennent. Parallèlement, véritablement touche à tout, il diversifie son groupe dans le prêt-à-porter, la création de parcours de golf ou encore la formation professionnelle. Médiatique, l'homme d'affaires décide de créer et coproduire en 2004 une émission de télé-réalité. Le succès est immédiat et l'émission pulvérise des records d'audience. En juin 2015, le milliardaire est de retour sur le devant de la scène politique, presque 20 ans après sa première candidature aux primaires républicaines en 1996. Il choisit le hall de la Tour Trump à New York pour lancer sa candidature aux primaires républicaines en vue de l'élection présidentielle de 2016 qu'il vient de remporter. Ce n'était pas facile pour Donald Trump après donc une campagne électorale mouvementée. Au départ, il n'était pas donné favori pour ces élections aux États-Unis, surtout après quelques déclarations à polémique. On se rappelle encore ces déclarations sur le réchauffement climatique. Pour Donald Trump, ce n'était que du vent. Voilà, Donald Trump est arrivé quand même à s'imposer finalement. On se rappelle également les scandales qui l'ont éclaboussé tout au long de la campagne électorale. La nuit électorale aux États-Unis était également très mouvementée, nuit de toutes les surprises. Mais aujourd'hui, le suspense est levé. Donald Trump est donc élu président de la République aux États-Unis. On va revenir un peu sur l'ambiance qui a prévalu au cours de la nuit électorale aux États-Unis et les réactions de quelques partisans de Donald Trump. Donald Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. Le candidat républicain qu'un seul sondage a annoncé à la Maison-Blanche sera donc le successeur de Barack Obama. Jamais le milliardaire américain, privé de soutien de certains membres du Parti républicain, n'a cru en sa défaite, encore moins ses électeurs. Mardi nuit, en pleine soirée électorale, il semblait être prêt à vivre un événement qui, selon eux, plongerait les États-Unis et le monde entier dans une incertitude vertigineuse. Les gens veulent du changement. On veut que notre économie s'améliore. On veut être en sécurité. On veut quelqu'un qui dirige ce pays, qui s'occupe de nous. On a tous un peu peur, donc avoir quelqu'un comme lui à nos côtés, c'est merveilleux. Côté Clinton, ses électeurs ont passé la soirée électorale dans l'angoisse tant les résultats partiels prouvaient l'avance de Trump. Mais il restait optimiste. Je me sens anxieux, mais j'ai l'impression que nous allons finalement passer. Il arrive à gagner. C'est certainement une énergie différente en ce moment. C'est beaucoup de surprises, beaucoup de chocs. Beaucoup de gens sont probablement inquiets en ce moment. Un optimisme finalement vain puisque Trump a été élu nouveau président des USA. D'autres détails à retrouver sur les élections aux USA dans l'édition de 13h. On continue avec l'interaktualité, mais cette fois-ci avec la revue de presse internationale.
La revue de presse internationale sur nos antennes reste dominée par l'actualité aux États-Unis et nous démarrons avec cette photo que nous propose le Figaro. Le Figaro qui choisit cette photo de Donald Trump qui regarde de profil la Maison Blanche, qui loigne donc le fauteuil présidentiel des États-Unis d'Amérique. En tout cas, les premières tendances tombent déjà depuis quelques heures. Figaro écrit « Élection américaine 2016, Donald Trump distance Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche ». C'est la conclusion donc du quotidien français Le Figaro. Élection américaine 2016, Donald Trump distance Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche. C'est une information publiée donc par Le Figaro. Nous poursuivons la revue de presse internationale avec ce titre de www.africatv.net qui s'intéresse également de près à tout ce qui se passe aux États-Unis, la plateforme qui s'intéresse à l'Afrique qui gagne, à l'actualité de l'Afrique qui gagne, écrit donc victoire de Donald Trump à la présidentielle. Le cauchemar devient réalité. Victoire de Donald Trump à la présidentielle. Le cauchemar devient réalité au bout de presque 18 mois d'une campagne électorale qui aura atteint une violence rare. Les électeurs américains étaient appelés ce mardi 8 novembre à élire le successeur de Barack Obama, le 45e président des États-Unis, de nouveau inquiété dans les dernières encablures de la campagne par le scandale des emails. Hillary Clinton avait bénéficié largement du soutien du camp présidentiel, mais les grandes tendances montrent qu'elle est en difficulté actuellement. La plateforme www.africatv.net tire sa conclusion à travers ce titre. Victoire de Donald Trump à la présidentielle. Le cauchemar devient réalité. Rappelons que les dépouillements continuent dans certains États. On aura toutes les précisions au cours de cette journée. Et puis nous poursuivons dans la même veine avec, avec cette actualité aux États-Unis, toujours avec le Figaro.fr qui s'intéresse à la réaction, en tout cas du Kremlin. Les Russes préfèrent Trump à Clinton. Les Russes préfèrent Trump à Clinton, mais le Kremlin se méfie des deux. Les Russes préfèrent Trump à Clinton, mais le Kremlin se méfie des deux, poursuit le Figaro. Et puis à la une du courrier international qui est donc en direct depuis les États-Unis, vous voyez cette photo, l'inquiétude qui se lit sur le visage de certains électeurs. Cette photo, donc vous avez donc constaté que la plupart, les visages que nous voyons là sont totalement inquiets. En direct, 244 grands électeurs pour Trump, 215 pour Clinton. 244 grands électeurs pour Trump, 215 pour Clinton, constate courrierinternational.com. Loin de l'actualité aux États-Unis, intéressons-nous à présent aux sujets qui font l'actualité en Afrique. Gambie présidentielle, le candidat unique de l'opposition démissionne de son parti. Le candidat unique choisi par l'opposition en Gambie pour affronter à l'élection présidentielle de décembre le chef de l'État sortant, Yahya Jammeh, a annoncé mardi avoir démissionné de son parti afin de représenter toute la coalition. Voici la photo choisie par www.africatv.net pour illustrer cette information. La principale figure de l'opposition démissionne de son parti pour mieux faire face donc au candidat au président de la République, Yahya Jammeh, candidat à sa propre succession. Et puis en Côte d'Ivoire, après le vote, la victoire du oui, parlant bien entendu de la Constitution, la nouvelle loi fondamentale voulue par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État, a posé le dernier acte qui ouvre les portes donc de la Troisième République. Côte d'Ivoire, le président Ouattara promulgue la nouvelle constitution ivoirienne, approuvée par référendum le 30 octobre dernier, a été promulguée mardi par le président Alassane Dramane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel à Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président ivoirien a signé le test de promulgation. Côte d'Ivoire, le président Ouattara promulgue la nouvelle constitution.
En République démocratique du Congo, on parle de l'attente. Les populations sont donc dans l'attente du successeur de Matata à Ponyo à la primature. La nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé d'organiser le scrutin présidentiel reporté en République démocratique du Congo devrait intervenir dans une semaine, ont annoncé mardi les chefs des délégations de la majorité de l'opposition au dialogue national. RDC, République démocratique du Congo, dans l'attente du successeur de Matata Ponyo à la primature. Nous allons boucler notre revue de presse avec ces titres que nous propose www.izf.net qui s'intéresse au Nigeria et annonce Nigeria, 36 personnes tuées par des voleurs de bétail présumés. 36 personnes tuées par des voleurs de bétail présumés. 36 personnes ont été abattues par balle dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, par des voleurs de bétail présumés, ont annoncé mardi le gouvernement et des habitants. C'est une information que nous propose ce jour, www.izf.net. Et puis, le monde Afrique, loin de l'actualité au Nigeria et des États-Unis, s'intéresse au Kenya. Au Kenya, des kilowatts pour produire des tonnes de cartes, des kilowatts pour produire des tonnes de cartes traversées d'une Afrique bientôt électrique. Un cultivateur prédit un boom de la plante psychotrope grâce à l'arrivée du courant au Kenya, des kilowatts pour produire des tonnes de cartes. Voici la photo choisie pour illustrer cette information que nous propose le monde Afrique. C'est sur cette image que nous bouclons la revue de presse internationale. La revue de presse internationale, une présentation de Tranquille Akad Benantin que nous remercions au passage. On va poursuivre avec l'actualité, mais cette fois-ci sur le continent. La nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre a été promulguée par le président Alassane Dramane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président ivoirien a signé le texte de promulgation qui donne naissance à la Troisième République. La nouvelle constitution a pour but de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire et en clarifiant les conditions d'éligibilité du président de la République. On revient on est toujours sur le continent. Au Soudan du Sud, 13 morts ont été enregistrés lors d'une fusillade survenue samedi dans un bar à Djouba. L'annonce a été faite ce lundi par la police qui précise que cette fusillade a eu lieu dans un bar pendant que la retransmission d'un match de championnat anglais de football se déroulait. Le commentaire est signé Ibrahim Orouna. C'est dans un quartier pauvre dans la périphérie sud-ouest de Djouba que la fusillade s'est produite vers 21 h. Son auteur, un homme furieux et visiblement ivre. Les témoins décrivent la scène. Il y a des coups de feu. Je me suis mis au sol. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Des gens tentaient de sortir en courant. Je me suis levé, mais je ne trouvais personne. J'ai vu des gens par terre, peut-être 6 personnes. J'étais la 7e. Je suis sorti et j'ai marché sur quelqu'un. Il n'a pas bougé. Quand il n'a pas réagi, je savais qu'on lui avait tiré dessus. Je suis sorti et j'ai vu d'autres personnes au sol. Il y a déjà eu des problèmes avec le générateur par le passé. J'ai vu quelqu'un au sol devant la porte. J'ai couru vers les kiosques là-bas et j'ai vu quelqu'un d'autre gisant au sol. Selon les informations données par la police et recueillies par l'AFP et l'agence France Presse, l'homme aurait été empêché d'entrer dans le bar par le gérant pour n'avoir pas payé le droit d'entrée. La vérité, c'est qu'il est arrivé derrière le club et a ouvert le feu sur les gens qui regardaient le foot. Il a tué 7 personnes du coup, puis nous avons emmené les autres à l'hôpital où le nombre de victimes est passé à 11. Il y a 8 blessés. Nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé. L'homme est parvenu à s'enfuir, mais une enquête conduite par la police est actuellement en cours pour le retrouver.
Nos agents de sécurité et l'armée sont à la recherche de ce criminel. Ce qu'il a fait est inadmissible et on ne va pas le laisser s'échapper. Nous devons retrouver ce criminel pour l'amener devant la justice et que nos citoyens sachent que le gouvernement travaille dur. On ne restera pas les bras croisés. On va retrouver ce criminel qui a fait ça. Depuis le début de la guerre civile il y a 3 ans, l'insécurité dans la capitale sud-soudanaise s'est accentuée. Milices armées et gangs criminels sont toujours présents dans la ville. Ainsi va donc l'actualité. Le Bull Info Stop donc fait retenir pour la grande information développée au cours de cette édition, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Le candidat républicain l'a finalement remporté et va donc succéder à Obama le 20 janvier 2017 où il sera donc investi. Nous aurons le temps de parler de l'enjeu de cette élection avec les leçons à tirer. D'autres informations viendront compléter ce que nous avons pu passer dans cette édition dans le journal de 13h. Merci à toutes et à tous. Je vous donne encore rendez-vous demain à 10h.